présidentielle 2022. En débat vous emmène à la rencontre des candidates et des candidats. Inscrivez-vous dès maintenant pour le grand débat le 23 mars à la Maison de la Radio sur h22.fr. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de cet épisode En débat 2022 au cœur des QG de campagne qui vous emmène à la rencontre des candidates et des candidats à l'élection présidentielle. Aujourd'hui avec nous Fabien Roussel, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir et d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle pour le Parti communiste français. On va tout au long de l'émission parcourir les différentes mesures de votre programme sur la thématique du handicap. À la fin, vous verrez, on aura une question un peu particulière, la question hashtag en 280 caractères, où il faudra essayer d'être le plus concis possible dans votre réponse. Mais pour commencer, j'aurais envie de vous demander, le 10 avril, moi, française, moi, français, qui suis concerné par la question du handicap, qu'est-ce qui ferait que je dois voter pour Fabien Roussel ? D'abord parce que dans tout mon programme, intitulé « La France des jours heureux », j'ai mis le principe d'égalité au cœur. Cette égalité qui doit être garantie par la République pour tous les citoyens, quelle que soit leur situation et quelle que soit leur situation de handicap. Et donc, nous voulons la rendre réelle, cette égalité, en y mettant des moyens. Et nous avons vu comment, par le passé, des grandes lois, comme celle de 2005, pouvaient fixer de beaux objectifs, mais ne pas forcément les atteindre, parce que les moyens financiers, humains, ne sont pas au rendez-vous. Justement, on va en parler des moyens. Je crois que dans votre programme, vous voulez lancer une prestation universelle à l'autonomie qui irait sur les périmètres de la prestation compensatoire au handicap, la PCH, et de l'APA, l'allocation personnalisée à l'autonomie. Ce sera quoi cette nouvelle prestation, si je comprends bien, qui va réunir un peu les deux ? Ce sera financier et humain ? Oui, d'abord parce que, pour reprendre la PCH aujourd'hui, d'abord elle n'a pas été revalorisée depuis 2006. Donc vous imaginez, avec l'augmentation du coût de la vie, ce que cela peut représenter comme difficulté pour les personnes qui font appel. Alors elle est quand même indexée sur l'inflation, mais... Elle est indexée sur l'inflation, mais le montant n'a pas été revalorisé d'une part. D'autre part, elle dépend aussi des moyens que vont y mettre les départements, puisqu'elle ne repose pas sur un financement 100% de l'État. Et donc des départements vont parfois y mettre leur part, d'autres moins, certains plus. Ça crée des inégalités sur l'ensemble du territoire. Comment vous compensez ça ? Ce n'est pas normal. Il faut que ce soit une prestation qui soit garantie par l'État, qui soit véritablement individualisée, c'est-à-dire qui ne dépende pas des revenus du foyer du conjoint, qui soit liée véritablement à la situation de handicap et qui soit financée entièrement par l'État pour garantir une véritable égalité sur l'ensemble du territoire. Ce sera quoi le montant de cette PUA, du coup ? Jusqu'à maintenant, j'entends beaucoup parler d'une prestation qui devrait atteindre le seuil de pauvreté. Ce qui n'est pas respectable, qui n'est pas digne. Comment peut-on garantir un revenu juste pour être au niveau du seuil de pauvreté ? Nous voulons, faire en sorte que cette prestation universelle d'autonomie soit au niveau du salaire minimum, afin de garantir à chacun un revenu décent, permettant de vivre dignement. Et nous, ce salaire minimum, nous voulons le porter à 1 500 € net. Donc 1 500 € net, ça ce sera la prestation universelle à l'autonomie, donc ça c'est votre mesure. Est-ce qu'elle sera cumulable avec l'allocation adulte handicapé ? Et si oui, est-ce que vous revaloriserez cette AAH qui est aujourd'hui à 903,60 €? Là, pour le coup, est-ce que les deux s'articulent ? Alors, l'AAH et la prestation universelle d'autonomie doivent pouvoir se fondre pour faire en sorte de garantir à chacun ce revenu décent, universel, lié au handicap
garanti comme un droit fondamental et en faisant en sorte que ce soit complètement indépendant des revenus du foyer. C'est ça que nous voulons d'abord mettre en place. La fameuse déconjugalisation Tout à fait. dont on parle ces derniers temps. Très bien. Je suppose que vous avez entendu parler du rapport de l'ONU en septembre 2021 qui faisait suite à l'audition de la France sur sa politique handicap l'été dernier, qui nous exhorte à fermer les établissements médico-sociaux parce qu'on aurait une approche trop médicalisée du handicap. Vous trouvez que c'est exagéré comme suggestion ou que c'est un cap qui finalement il faut tenir ? D'abord, il faut tenir compte de ce rapport de l'ONU parce qu'il pointe effectivement une vision très paternaliste et médicale du handicap en France. Mais nous ne pouvons pas, du jour au lendemain, fermer ces centres médico-sociaux sans avoir créé à côté une autre loi et d'autres moyens prenant en compte la vie des personnes en situation de handicap. Chacune, quelle que soit sa situation, doit pouvoir formuler ses choix de vie et nous devons être, l'État, en situation d'y répondre. Il faut donc y mettre les moyens en face. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut y mettre les moyens. Et c'est comme ça que petit à petit, nous sortirons de cette vision médicale de la prise en charge du handicap. Parlons justement de moyens. À la rentrée 2022, il y aura 4000 nouveaux AESH sur les 176 000 actuels, les AESH, les accompagnants pour les élèves en situation de handicap. En tout cas, 176 000, c'est le chiffre qui nous est donné par la direction de l'évaluation prospective de l'éducation nationale. Vous trouvez que c'est suffisant ou vous en ferez plus, vous ? C'est très très loin d'être suffisant. Si on veut garantir vraiment une école inclusive, garantir à chaque enfant le droit de pouvoir aller à l'école avec tous les enfants et en tenant compte de la situation de chacun, il faut pouvoir garantir un accompagnement adapté pour chacun, adapté, individualisé. Nous proposons, nous, la formation et le recrutement de 90 000 AESH pour pouvoir répondre à ce besoin. Je vais même plus loin puisque je propose la création d'une nouvelle fonction publique, la fonction publique du lien, qui permettra de rassembler l'ensemble de ces métiers du lien, que ce soit les aides à domicile, les assistantes maternelles, les AESH, afin que l'ensemble de ces professionnels aient un statut leur permettant d'avoir une garantie d'emploi, un niveau de vie décent, une formation tout au long de leur carrière et rendre de nouveau attractifs ces métiers pour que des jeunes fassent le choix de s'investir dans l'accompagnement des enfants en situation de handicap et que l'on puisse répondre à ce besoin important pour notre société. D'accord. Sur la citoyenneté, vous êtes favorable à ce que sur les listes électorales, nous ayons des personnes en situation de handicap par une forme de quota ou... Nous avons vu que d'imposer des quotas pour gagner la parité nous a permis de progresser quand même grandement. Donc je ne suis pas opposé à ça. Mais ce serait un leurre que de croire que ça va tout régler. Si derrière, on ne met pas les moyens pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap dans les mairies, dans les établissements publics. Si de l'autre côté, nous n'imposons pas le FALC, le facile à lire et à comprendre pour tous et partout. Et donc, il faut y mettre aussi des moyens à côté. C'est pour ça que on pourrait décider de mettre en place une loi pour imposer un quota sur les listes électorales. Ça coûte pas cher de faire ça. Mais si derrière, on ne permet pas d'investir pour aménager l'accueil de tous les établissements publics, eh bien, on sera loin d'avoir fait la moitié du chemin. 500 000 personnes en situation de handicap qui sont au chômage.
c'est quoi vos propositions pour que cela change? Sachant que 500 000, en plus, c'est un chiffre qui est probablement en deçà de la réalité, puisqu'il y a des gens qui ne sont même pas déclarés au chômage et qu'on ne sait pas identifier. C'est absolument insupportable. C'est tout sauf une république solidaire qui garantit l'égalité pour tous. Le handicap est la première source de discrimination à l'emploi. La première, en France. C'est pas normal. Il faut donc pouvoir faire en sorte de garantir ce droit à chacun. Nous ne nous satisfaisons pas d'une société qui accepte 6 millions de personnes en situation de chômage et avec un chômage qui frappe donc en premier lieu les personnes en situation de handicap. Nous voulons garantir à chacun un emploi ou une formation et un salaire correspondant. Chacun doit pouvoir trouver sa place dans la société. Qu'est-ce que nous proposons pour les personnes en situation de handicap? D'abord, faire en sorte que les ESAT s'inscrivent dans le cadre du Code du travail. C'est ensuite redonner des moyens à l'inspection du travail avec des inspecteurs pour faire en sorte que partout le droit du travail et le droit des personnes en situation de handicap soient respectés et qu'il y ait des contrôles dans les entreprises, que les personnes en situation de handicap puissent les solliciter et faire respecter leurs droits. Enfin, nous demandons, nous, à redonner plus de moyens à la médecine du travail, car il est insupportable que de plus en plus de personnes en situation de handicap fassent l'objet d'un licenciement, d'une mise à l'écart du travail pour inaptitude au travail. Ce n'est pas normal, c'est une discrimination insupportable qu'il faut pouvoir corriger en redonnant des moyens à la médecine du travail. Et donc, c'est le sens de ce que nous voulons mettre en œuvre. Bien sûr, il faut développer les ESAT et les entreprises adaptées, mais ces ESAT, notamment, doivent s'inscrire et doivent faire valoir les mêmes droits aux salariés en situation de handicap qu'aux salariés dans le monde du travail. C'est le droit du travail, c'est le code du travail qui doit s'appliquer aux salariés des ESAT. Donc vous voulez démédicaliser en fait l'aspect des ESAT, en tout cas sur l'aspect du droit, que vous voulez remettre dans la compétence finalement des inspections du travail. Et petite question là-dessus, comment les médecins du travail vont pouvoir être sensibilisés sur la thématique du handicap? Parce que quand vous dites il ne faut pas pouvoir licencier quelqu'un pour inaptitude au poste du fait de son handicap, cela nécessite quand même qu'il y ait une sensibilisation des médecins du travail fait. Tout à fait, mais c'est une question de formation. Et nous voyons d'ailleurs l'urgence qu'il y a besoin de travailler sur cette formation beaucoup plus fortement. Elle irrigue tous les métiers, toutes les professions, pour faire vivre une véritable égalité, de l'école jusqu'au travail, jusqu'à la prise en charge de l'allongement de la durée de la vie. Et donc, tout le monde et dans toutes les professions, nous devons tenir compte de la situation de chacun et améliorer la formation pour pouvoir garantir l'égalité stricte pour tout le monde, de l'enfance jusqu'à la fin de vie. Ça veut dire que les travailleurs en ESAT auront le droit de se syndiquer si on suit... Mais il faut les inviter à se syndiquer. Bien sûr, c'est une bonne chose, mais c'est même... c'est garantir l'égalité des droits. Et je ne vois pas pourquoi, justement, dans ces établissements, il y a un droit du travail à part qui en ferait des gens à part, hors droit, justement, syndical. Et donc, c'est pour ça que nous voulons, nous, que dans les ESAT, le Code du travail s'applique strictement et avec les mêmes droits que ceux des salariés dans le secteur privé ou public. Alors rapidement sur les 6%, est-ce que ça, le quota, vous allez le tenir dans les entreprises ou vous dites non, il en faut plus, ou il en faut moins, ou il faut supprimer le quota? Il faut d'abord faire respecter les 6%, bien sûr. Et c'est pour ça que nous demandons à ce qu'il y ait beaucoup plus d'inspecteurs du travail en contact avec les entreprises pour que ce droit soit respecté strictement. Bien sûr, il faut le faire. Et vous, demain, Président, il y aura 6% de personnes en situation de handicap dans votre gouvernement, vos cabinets? Oui. Ouais. Oui,
Oui, on ne peut pas le dire et ne pas le mettre en œuvre. Et donc, je ferai en sorte que nous puissions respecter ce principe-là, bien sûr. Bien. Fabien Roussel, on va maintenant passer à la question hashtag en 280 caractères. Je vous l'avais dit, c'est un exercice qui ne va pas être évident. Essayez de faire rapide et concis. Quelle sera la place du handicap dans votre politique ou votre gouvernement ? D'abord, inscrire le handicap dans la Constitution. Faire vivre ce droit et sortir d'une vision paternaliste et médicale. Enfin, abroger la loi Elan pour garantir 100% de logements adaptés. Je crois qu'on y est. Bravo. Merci en tout cas, Fabien Roussel, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous suivre. Remerciements à l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. La production de Line & Design, en réalisation Léa Fattori, plateau Mathis Lebert, Sharon Martins. Édition Emmanuel Dalseco, Thibaut de Martin-Pré, et puis évidemment à toutes les associations qui contribuent à ce que cette émission soit possible, l'ADAPT, CFPSA, 100% en dynamique et APHPP. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de En débat 2022. Merci Fabien Roussel. Merci à vous. Sur un fond blanc texturé, apparaissent les remerciements et crédits. Production, Line & Design. Réalisation, Léa Fattori. Images, Mathis Lebert, Sharon Martins, Léa Fattori, Lucas Reverdy. Son, Pierre Oberlet, présenté par Anthony Martin-Smith. Rédaction, Emmanuel Dalseco, Thibaut de Martin-Pré. Interprète en langue des signes française, Jennifer Tederi. Un nouvel écran prend place. Toujours sur fond blanc texturé, des logos apparaissent. En débat 2022. Une initiative de l'ADAPT, la CFPSA, 100% en dynamique et APHPP. En partenariat avec handicap.fr, Radio France, Eco Réseau Business, Sud Radio et Line & Design.